parce que ça arrive plus souvent qu'on pense, des gens meurent endettés. Qu'est-ce qu'on fait avec un mort qui n'a pas laissé une maudite scène sinon que des dettes? Il faut comprendre que quand on décède, souvent nos dettes nous survivent. Puis en plus de nous survivre, on peut en créer de nouvelles. Parce que décéder, ça coûte des sous. Et des fois également, ça peut créer des dettes fiscales qui peuvent apparaître. Ouais. Bien comprendre ça nous permet, dans notre vivant, si on est capable, de prendre les moyens pour que lors de notre décès, il n'y a pas de dette qui soit transférée à nos proches. Ça, généralement, on regarde ça avec nos planificateurs financiers. Puis il y a plein de produits, là, l'assurance, les préarrangements funéraires. Mais dans un monde idéal, c'est un monde idéal. Mais généralement, les gens... Comme moi, je suis un bon exemple. Si je décéderais aujourd'hui, je ne serais pas tout à fait prêt. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des choses... Oh non, le cordonnier est mal chaussé. Le cordonnier est mal chaussé. OK. S'occupe trop des chaussures des autres. Exactement. Fait que si ça arriverait, qu'est-ce qui se passerait en tant que tel? On se retrouverait avec une succession qui a plus de dettes que d'actifs. La première chose que je conseille aux gens quand ça arrive, c'est d'aller consulter un professionnel. Le professionnel, lors d'une succession, c'est un notaire. Ouais. Le notaire va regarder avec vous toutes les options disponibles et regarder également quelles seraient les conséquences. Bon. Mettons l'hypothèse d'un gars qui s'est tellement mal administré qu'il n'y a pas de testament, qui est endetté par-dessus la tête, il doit de l'argent, non seulement des fournisseurs, mais il en doit également au gouvernement. Il n'y a pas de testament. Fais quoi? Qu'il y ait un testament, il n'y en ait pas. Le fait d'être solvable ou insolvable, la différence qui va arriver, c'est comment ça va être traité. Mais le fait d'être insolvable ou solvable ne changera rien. Si la succession est insolvable, on constate, il y a deux grandes portes qu'on peut prendre, selon moi. On peut tout simplement abandonner la succession ou on peut utiliser un acte d'insolvabilité, comme la faillite, pour régler cette situation-là. Moi, je ne suis pas un grand défendeur d'abandonner des successions. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain degré d'incertitude dans tout ça. Versus, par exemple, une faillite de succession qui nous permet de garder un certain contrôle en tant que tel. L'autre avantage qu'on peut avoir en mettant... faire faillite quand je suis mort. Un mort a la capacité, comme un vivant, de faire une faillite personnelle. La différence, c'est qui va commencer le processus. Dans un cas d'une succession, c'est souvent soit les personnes intéressées, la famille ou les liquidateurs qui auront le droit de mettre la succession en faillite. OK, mais je te pose une question précise. Supposons, par exemple, dans une faillite d'un vivant, il peut arriver que des créanciers qui ne sont pas payés décident de te mettre en faillite. Oui. Bon, est-ce qu'on peut faire la même chose pour un mort? Je crois que dans un domaine théorique, ça pourrait se faire. Je l'ai jamais vu. Généralement, c'est des actes volontaires. Écoutez, les familles nous consultent. Ils ont des situations dans lesquelles leur proche est insolvable. On regarde la meilleure solution possible. Et bien souvent, la faillite est avantageuse. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la faillite, la loi fédérale, il y a des dettes qui sont de nature prioritaire. Donc, on est capable d'utiliser une partie des actifs pour payer des dettes qui sont souvent sous la responsabilité même de la famille. Par exemple, les frais funéraires. Les gens, généralement, quand un proche décède, vont au salon funéraire, endossent ces frais-là parce qu'on veut qu'il y ait un service. Mais quand on peut utiliser la faillite pour payer ces frais-là, c'est une charge qu'on peut enlever à la famille, tout simplement. Okay. La même chose est vraie pour les frais notariés, c'est-à-dire que les frais relatifs à la succession peuvent être supportés par les actifs du défunt, même s'il est insolvable, ce ne serait pas nécessairement le cas si on abandonnerait la succession. OK. Donc, ça veut dire que l'investissement que je fais auprès du notaire pour aller m'informer et savoir comment régler cette situation d'insolvabilité-là, je pourrais peut-être en récupérer une partie, sinon la totalité, lorsque on réglera la faillite. Exactement. OK. Et qui sont les personnes qui, généralement, doivent s'occuper de la faillite? Bon, s'il y a un testament... c'est le liquidateur, ouais, en tant que tel. S'il n'y a pas de testament, ça va être les gens intéressés. Ce qu'il faut souvent faire attention en succession, c'est l'acceptation ou la non-acceptation d'une succession. Et ça peut nous causer beaucoup de problèmes quand les gens viennent nous rencontrer. C'est pour ça que je dis au point de départ, la première chose qu'on fait, c'est d'évaluer avec une personne qualifiée, un notaire, la situation dans laquelle on se trouve. Et s'assurer également qu'on ne commet pas un acte d'acceptation. Parce que si on accepte une succession, on accepte les actifs, mais on accepte les dettes qui viennent avec. Puis des fois, les dettes, on ne les connaît pas tous et ça pourrait nous causer un certain problème. Une des dettes qu'on connaît peut-être pas non plus, c'est le dernier rapport d'impôt qu'on a à faire. Oui, la dette fiscale ou les dettes d'impôt qui traînent depuis un certain temps, qu'on n'a jamais su. Donc, c'est un risque qui est relativement important qui pourrait arriver. Fait que, qui peut mettre une succession en faillite? Toute personne intéressée ou les liquidateurs eux-mêmes. Et généralement, ils nous approchent directement pour faire ces choses-là. OK.
il y a sûrement des choses que, bon, je n'accepte pas à l'aveuglette une succession. Je vais voir mon spécialiste. C'est généralement le notaire. Mais si je suis, tu sais, incertain, là, tu sais, je vais peut-être en avoir un petit peu, j'en aurai peut-être pas assez. Est-ce que qui va être capable de me donner l'heure juste exactement là-dedans? Parce que des fois, ça peut arriver là, que tu dis, Seigneur, on est à 60-40, là, on serait peut-être capable de récupérer certaines choses. Encore une fois, si ce notaire n'est pas capable de donner une opinion très franche, quelqu'un comme moi pourrait. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ici, au bureau de Saint-Georges, on en fait assez régulièrement des successions. Donc, on a une certaine expertise depuis plusieurs années. Donc, si vous venez nous rencontrer, on va regarder avec vous et dresser un bilan. Et comme on a l'expertise, on va être capable de vous dire avec certitude, écoutez, c'est un cas dans lequel vous devriez penser à faire un acte d'insolvabilité ou tout simplement, vous devriez accepter la succession et procéder. Notre intérêt à nous, c'est de s'assurer de maximiser les impacts positif pour les proches d'une situation qui est difficile, le décès de quelqu'un qu'on aime. Là. Bon, il y a souvent, on peut se retrouver dans une situation, il y a une police d'assurance-vie. Est-ce que ces polices d'assurance-vie-là sont saisissables? Est-ce que c'est un actif clair, net dans la succession? La réponse est oui et non. Pourquoi? Parce que bien souvent, les polices d'assurance-vie, elles sont dédiées à quelqu'un. Si, par exemple, je décède et que sur ma police d'assurance-vie, je la lègue à ma conjointe, bien, elle est hors succession. C'est-à-dire que l'assureur va faire le chèque directement à ma conjointe qui est survivante. Par exemple, s'il n'y a pas de bénéficiaire à titre au contrat de police, bien là, oui, elle va rentrer à l'intérieur de la succession et là, être assujettie à toutes les problématiques ou les bonnes choses de la succession. Ben, c'est pour ça que je disais au point de départ, c'est important d'aller voir un professionnel qui va regarder ça avec vous. Hein. Regardez c'est quoi les actifs, qu'est-ce qui peut arriver. Puis souvent, c'est pas notre domaine. Hein. Fait qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Fait que c'est important d'avoir les bonnes informations. Et souvent, les gens qui s'administrent mal, ben, nous en laissent pas beaucoup d'informations. Il n'y a pas grand monde qui va laisser une comptabilité déficiente, là, qui va nous permettre de trouver facilement les dettes qu'on peut avoir. On laisse souvent à nos proches nos habitudes financières. Donc, si on a de bonnes habitudes financières, ben ça va bien. Mais si on a certaines mauvaises habitudes financières, ben malheureusement, on va les laisser. Mais comment vous y prenez, vous autres, pour faire l'inventaire de tout ce que la personne doit? Parce que, vous savez, à un moment donné, lui, il a peut-être reçu des lettres qu'il a jetées aux poubelles sans même les ouvrir, puis dont on ne connaît pas l'inventaire de toutes les créances possibles. Comment vous faites, vous autres, pour être en mesure de dire, voici, là, on a le final. On sait exactement le montant total qu'il devait. Que ce soit pour un vivant ou que ce soit pour une personne décédée, on peut jamais être sûr à 100% du bilan qu'on monte. Néanmoins, on travaille avec les proches. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler aux gens qui sont le plus proches possible. On va dire qu'est-ce que vous connaissez de la situation financière. Après ça, on va probablement essayer de rapatrier la poste en soi pour voir qu'est-ce qui va atterrir dans cette poste-là. Puis bien souvent, la famille a déjà récupéré ces choses-là, fait qu'on a une idée générale. Après ça, on va probablement regarder au registre du crédit en tant que tel. On en a parlé la semaine passée, Equifax TransUnion. On va regarder au registre qu'est-ce qui peut être inscrit. On va également regarder aux différents registres comme le RDPRM ou le registre foncier, voir qu'est-ce qui est inscrit. Et après ça, on va être capable de dresser un bilan qui va être assez réaliste. Souhaitons-nous pas que ça nous arrive. Il faut juste comprendre que quand on a un proche qui décède, puis qu'on a une situation dans laquelle on n'est pas sûr de la solvabilité, c'est important de consulter. C'est important parce qu'on peut se trouver dans une situation qui pourrait nous porter préjudice en tant que tel. Est-ce que j'ai un délai pour le faire? Écoute, je suis pas un expert, la réponse est oui, il y a un délai en tant que tel. Et l'autre chose, c'est qu'il faut comprendre que quand on a une situation qui est insolvable, on a des options. Puis l'une d'entre elles, c'est consulter un professionnel comme chez nous. Un notaire ou chez nous, tout simplement. Un bon syndic qui pourrait même faire faillite une dernière fois à votre décédé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, ça a été très agréable, Jean-François Clich. On va peut-être avoir l'occasion de se reprendre en 2016. Je ne sais pas, c'était notre dernière chronique. Oui, c'est la dernière pour l'année. Oui, on va se reprendre l'année prochaine, pour être sûr. Ben, je vais te souhaiter des joyeuses fêtes, mon ami. Merci. Salut. Salut, bye. Jean-François Clich.